Bonjour à tous, je suis Florence Porcel, Community Manager officielle de l'Univers, et je vous souhaite la bienvenue dans le 34e épisode de ce podcast où je vais vous parler de Mars en noir et blanc et de Lune en couleur, de titans et de robots titanesques, des étoiles et de notre planète. Et pour commencer, je vous rappelle l'événement de la semaine avec le lancement du télescope spatial européen Gaïa, qui est prévu ce jeudi 19 décembre à 10h12 heure de Paris. Il décollera des environs de Kourou en Guyane dans un Soyouz, et pour ma part, je suivrai ce décollage en direct de l'Observatoire de Paris avec des gens qui ont travaillé sur ce projet. J'ai trop hâte. Je rappelle que la mission de Gaïa sera de cartographier plus d'1 milliard d'étoiles de notre galaxie, la Voie lactée, pour constituer un atlas en 3D de la partie du ciel qu'elle observera. Elle mesure plus de 2 tonnes pour 3,5 mètres de haut pour 10 mètres de diamètre. Elle a été conçue par l'Agence spatiale européenne et construite par EADS Astrium. Elle est capable de mesurer l'épaisseur d'un cheveu à 1000 km. Et pour pouvoir traiter les 100 gigaoctets de données qu'elle enverra chaque jour vers la Terre, le CNES a dû développer un système informatique basé sur la même technologie que Facebook à Toulouse, qui possédera 6000 cœurs de calcul, sachant qu'un ordinateur lambda en possède 8. Pour faire court, c'est de la très très haute technologie. C'est made in Europe et surtout made in France, et je soupçonne ces 5 prochaines années d'être très très riche en découvertes excitantes. Si vous voulez en savoir plus de manière ludique sur Gaïa, je vous conseille d'aller faire un tour sur l'excellente infographie d'Europe 1. C'est très complet et c'est passionnant. Évidemment, je mettrai le lien dans le billet dédié à ce podcast sur mon blog. Je vous ai mis des étoiles dans les yeux, et redescendons un peu sur Terre. Et je suis désolée d'avance, mais c'est pas très glorieux. Le bidule 2.0 que je voudrais mettre en avant cette semaine s'appelle Images of Change. C'est une appli de la NASA, exclusivement pour iPad pour le moment, et elle consiste en une carte du monde où l'on peut cliquer sur des points géographiques précis pour en avoir un comparatif à des époques différentes et se rendre compte, comme ça, de l'évolution des paysages due souvent au réchauffement climatique. Bon, alors déjà, vous imaginez que le résultat n'est pas joli, mais ce n'est pas tout, et la suite est le comble du cynisme. Je dois vous avouer que pour la première fois dans l'histoire de ce podcast, je vous parle de quelque chose que je n'ai pas expérimenté moi-même. Pourquoi ? Parce que mon iPad, figurez-vous, est un iPad 1 et qu'il ne peut accueillir que la 5e version de mon système d'exploitation. Or, l'appli dont je vous parle requiert la version numéro 6 ou 7, je n'ai donc pas pu l'installer. Mais attendez, c'est pas tout. Ce dimanche 15 décembre est sorti un rapport de Stop the E-Waste Problem, littéralement arrêter le problème des e-déchets, et je vous la fais courte. 48,9 millions de tonnes de déchets électriques et électroniques jetés dans le monde en 2012, et au rythme où vont les choses, en 2017, ce sera une file de camions de 40 tonnes sur 30 000 km, soit les 3/4 de notre équateur, qui seront jetés. Je rappelle que les déchets électriques et électroniques contiennent des matériaux rares, et donc en voie de disparition, et des éléments dangereux pour la santé et pour l'environnement. Et dans ce rapport chapeauté par l'ONU, des ONG, des gouvernements et des scientifiques, on peut pas faire mieux, figurez-vous qu'il manque 2 choses essentielles, le recyclage et l'exportation. Je traduis. L'ONU, les ONG, le gouvernement et les gouvernements et les scientifiques ne savent pas où en est l'éventuel recyclage de 50 millions de tonnes de déchets toxiques pour la santé et pour l'environnement. Mais putain, mais c'est quoi leur problème aux gens qui nous gouvernent ? Et il se trouve que j'ai dit tout ça en plus poli et en moins énervé sur France Inter lundi, et qu'en fin de chronique, j'ai donné quelques petits conseils de choses qu'on peut faire à l'échelle individuelle pour éviter d'être responsable de trop de ces déchets dont on ne sait pas s'ils sont recyclés. Et parmi ces conseils, j'ai suggéré de consommer moins, et notamment de ne pas se jeter sur le dernier modèle de smartphone qui sort, alors que le précédent fonctionne encore parfaitement bien. Et aujourd'hui, 2 jours après, je ne peux pas télécharger une application sur mon iPad 1 parce que la version de mon système d'exploitation est obsolète et que je ne peux pas la mettre à jour. Alors, il est beau mon comble du cynisme, hein ? Alors, je préviens tout de suite, il est hors de question que je change d'iPad parce qu'il fonctionne encore parfaitement bien. Et si j'ai finalement parlé de cette appli que je n'ai pas pu tester moi-même, c'était aussi pour pointer du doigt ce problème des déchets électroniques et électriques et le scandale du manque de données concernant le recyclage et l'exportation de ces déchets. Et pour conclure sur ça, voici cette image qui vaut tous les coups de gueule du monde. Du point de vue de notre planète, il n'y a pas de poubelle à aller jeter dehors. Parce qu'il n'y a pas de dehors. Bon.
Pour me faire pardonner d'avoir plombé l'ambiance, je vais vous envoyer un peu de rêve avec la date de la semaine qui est historique. Le samedi 14 décembre après-midi, la Chine s'est posée pour la première fois sur la Lune. Le lapin de jade a aluni sans aucun problème à l'intérieur de la sonde Chang'e 3 et a ensuite descendu la rampe pour aller laisser ses premières traces dans le régolithe lunaire. C'était très très émouvant d'avoir des images en direct et en couleur de la Lune, car je fais partie des générations qui n'ont vu aucun alunissage de quoi que ce soit. Le petit rover se trouve donc dans la baie des Arcs-en-Ciel côté visible. Donc si vous levez le nez ces 3 prochains mois, sachez que quelque chose est en mouvement sur notre astre sans vie. Enfin, sans vie, c'est vite dit. La Lune elle-même s'est exprimée à ce sujet sur Twitter et elle a l'air plus que ravie d'avoir de la visite. On la comprend depuis le temps qu'elle attendait ça. Ça faisait donc 37 ans, 37 ans, 37 ans, que rien ne s'était posé à sa surface. Alors c'est vrai que la Lune est passée au second plan ces dernières années à cause de Mars, mais en ce mois de décembre 2013, si nous avons enfin des images en couleur en direct de la Lune, voici un livre magnifique qui regroupe des photos en noir et blanc de Mars. Comme on connaît les vraies couleurs de la planète rouge, je vous avoue que c'est un peu frustrant pour moi de voir ces images si belles en noir et blanc, mais il faut bien avouer que cet ouvrage est une merveille, une vraie merveille. Je l'ai vu en vrai, puisqu'on avait reçu l'éditeur et Francis Rocard du CNES à la tête au carré pour en parler, et les photos sont fascinantes et toutes plus belles les unes que les autres. Alors par contre, faut mettre le prix, il coûte 80€. Cela dit, comme il pèse 2 kilos, il peut aussi vous servir d'haltère, voilà. En tout cas, c'est une belle idée de cadeau de Noël pour personnes fortunées, et je ne demande pas moi-même une occasion d'aller le feuilleter à la FNAC quand j'y passe. Après les étoiles, la Terre, la Lune et Mars, continuons notre voyage dans le système solaire avec un petit tour du côté d'Europe, une des lunes de Jupiter, et les nouvelles sont excitantes. Déjà, Hubble a détecté pour la première fois des panaches de vapeur d'eau de 200 km de haut, comme on peut le voir sur ces images d'artistes reconstituées d'après les vraies données. Mais surtout, ce que vous pouvez deviner sur la région en fausse couleur, là, c'est un cratère d'impact. Vous voyez ? Le bleu, là, le bleu sur le côté, dessine clairement le demi-contour d'un cratère. Et ce bleu, ce serait de l'argile qui viendrait des restes d'une comète ou d'un astéroïde qui se serait écrasé sur Europe. Or, les minéraux argileux des comètes et des astéroïdes contiennent dans la plupart des cas des matériaux organiques, ou pour résumer grossièrement, les briques de la vie. Alors moi qui décrivais d'hypothétiques méduses dans les océans souterrains des lunes du système solaire extérieur dans les premiers épisodes de ce podcast, on va peut-être bien finir par y découvrir quelque chose, En tout cas, à suivre, mais Europe est de plus en plus fascinante et les projets d'exploration mis en stand-by parce que trop chers pourraient peut-être ressortir. Et justement, toujours du côté des lunes, mais un peu plus loin dans le système solaire extérieur, faisons un petit tour sur Titan. Cette simulation recrée en images les données de la sonde Cassini, qui se trouve dans le système de Saturne, qu'elle a pu nous envoyer après de nombreux survols de ce satellite, qui est le seul astre du système solaire, avec la Terre, à présenter des étendues liquides à sa surface. Mais ce n'est pas de l'eau, même si c'est représenté en bleu, puisqu'il fait moins 180 degrés en moyenne, c'est principalement du méthane. Et je rappelle que le sol de Titan est le plus lointain sur lequel on se soit posé, puisqu'il se trouve à peu près 1,5 milliard de kilomètres. C'était le 14 janvier 2005 et c'était Huygens, une sonde européenne. Et pour finir, la personnalité de la semaine, ce n'est pas une vraie personne puisqu'il s'agit d'un robot, mais elle s'appelle Valkyrie et je l'aime déjà. Je dis elle parce que sa morphologie ressemble à celle d'une femme, comme on peut voir ici. Elle mesure 1m90, elle pèse 125 kg et elle fait partie des 17 robots retenus pour concourir au DARPA Robotics Challenge qui se déroulera le 20 et 21 décembre prochain en Floride. Le but de ce concours est de créer des robots terrestres capables d'assister ou de remplacer des humains pour des tâches à réaliser dans des environnements dangereux ou dégradés, en cas de catastrophe naturelle ou chimique par exemple. Mais les équipes de la NASA qui développent Val l'imaginent plutôt en éclaireur sur Mars, en vue de préparer l'arrivée d'astronautes et de les aider à construire des modules d'habitation ou d'autres choses. Alors vous m'en mettrez une de côté, s'il vous plaît, je vous dis que je l'aime déjà. Bon, en attendant, on n'a toujours pas de nouvelles pour le deuxième tour de Mars One, on est tous tendus comme des strings, mais plus que 14 jours à patienter, au pire, avant d'avoir la réponse.
C'est donc la fin de ce 34e épisode de la folle histoire de l'univers. Merci d'être toujours plus nombreux à le regarder, ça me fait vraiment très plaisir. N'hésitez pas à mettre plein d'étoiles sur iTunes et surtout un commentaire, c'est ce que vous pouvez m'offrir de plus chouette. Je ne veux pas terminer sur des images figées, alors voici une vidéo accélérée puisqu'il s'agit de la Lune qui tourne autour de la Terre vue par la sonde Juno en octobre dernier. Image historique là aussi puisque c'est la première fois que ce spectacle est filmé. Je tiens à remercier chaleureusement Manuel et Stéphane qui m'ont offert de drôlement beaux cadeaux. J'aurai sans doute l'occasion d'y revenir dans la rubrique culture. Et dans le prochain épisode, je vous réserve quelques surprises. Prenez du temps pour être dans la lune, faites des choses qui vous mettent des étoiles dans les yeux, passez d'excellentes fêtes de fin d'année et à très bientôt.